suis Sarah Carmona, je suis historienne. Je suis donc docteur en histoire, spécialiste de l'histoire moderne, romanie, et plus particulièrement de l'histoire militaire des Roms à l'époque moderne, à partir du 15e jusqu'à la moitié du 17e. Donc aujourd'hui, cette présentation qui ouvre la seconde édition de l'Université d'été en études Romanie vous semblera peut-être un peu abstraite et conceptuelle. Vous n'y trouverez aucune référence à l'exclusion, la ghettoisation, la ségrégation dont sont victimes de fait les enfants roms en France et en Europe. Mais attention, l'antiziganisme ou la romophobie, comme bon vous semble de l'appeler, existe. Et ceci à tous les niveaux, que ce soit dans la rue, dans les institutions, comme dans les sphères intellectuelles. C'est un fléau authentifiable et on peut même l'historiciser. C'est une manifestation d'ailleurs fort intéressante à étudier, car elle est le reflet des peurs et des obsessions de la société majoritaire tout au long de son histoire. Cependant, il est indéniable que tous les jours, dans le monde, un membre de mon peuple, un peuple fort de plus de 20 millions de personnes dans le monde, 12 millions en Europe, sans compter les 4 millions en Turquie, 2 millions aux États-Unis et 2 autres millions en Amérique du Sud, meurent du fait de leur appartenance ethnique, aux mains d'un néo-nazi, dans l'incendie d'un terrain, comme ça a été le cas il y a de cela peu à Lyon, dans un hôpital pour ne pas avoir été traité correctement, ou dans un camp de réfugiés contaminés du Kosovo, de l'héroïne dans un bidonville de Madrid, ou de ses propres mains, comme c'est le cas actuellement en Angleterre, de désespoir. Donc, si donc j'ai fait le choix de ne pas ouvrir cette université d'été en études Romanie en égrénant le chapelet des injustices, des délits commis à l'encontre de mon peuple, c'est parce qu'en tant qu'historienne, je suis consciente du danger que suppose le fait de n'être aux yeux des autres et de soi-même qu'un homo victimus. Comme vous le savez, le racisme est un monstre à multiples visages, et je pourrais me cantonner donc à vous parler de celui que je côtoie tous les jours en tant qu'historienne, d'une manifestation savante de racisme qui est d'autant plus pernicieuse qu'elle ne sent pas vraiment le souffle, ne porte pas de bottes paramilitaires, ne profère pas d'injures directes, mais qui n'en est pas moins mortifère, si ce n'est bien plus. Je pourrais évoquer donc très succinctement comment une certaine étude de l'histoire et de la culture rome peut avoir des conséquences désastreuses sur la perception que l'on a de celle-ci, ainsi que dans son auto-identification même. Je tenterai donc de vous expliquer comment la lecture, ou plutôt l'interprétation institutionnalisée, un déni de voir, de vérité ou d'ouverture de notre histoire, notre culture et notre cosmogonie, peut être l'instrument et ou la conséquence de l'antiziganisme actuel. Afin de mieux comprendre quel est l'enjeu des sciences sociales, de l'histoire et de sa diffusion dans le contexte romani, ne perdez jamais d'esprit que les canaux de diffusion du savoir scolaire ou académique pour les Roms en Europe sont très limités et que l'éducation, le matériel même, l'essence, la matrice de la connaissance, n'est pas aux mains de ces sujets, les Roms et les nombreux pédagogues Roms que nous avons, mais dans celles d'institutions européennes ou nationales qui, depuis maintenant plus de 2 générations, conçoivent, dessinent la manière et les contenus du savoir pour les Roms. Le peuple romani est en un sens le seul en Europe à ne pas pouvoir disposer de soi-même. Et si l'école assoit les bases du système cognitif de l'élève, celle-ci se trouve donc entre les mains d'un nombre réduit de personnes, assis dans des bureaux strasbourgeois, parisiens ou d'autres, qui sont malheureusement bien ignorants du sentier romani. Imaginez un instant que les programmes scolaires français soient élaborés par des commissions d'éducation américaines ou je ne sais quel autre pays. J'essayerai donc de vous faire comprendre comment une culture, une histoire lue, pensée et réfléchie, institutionnellement ou non, depuis le prisme du stéréotype et des savoirs dominants, peut avoir un effet désastreux, pardon, je les interprète,
peut avoir un effet désastreux tant sur le propre objet de réflexion, dans ce cas le peuple rom, comme sur la société majoritaire. Commençons par évoquer 2 stéréotypes basiques transmis par l'historiographie et les romologues en général, et qui ont intégré l'imaginaire de la société majoritaire jusqu'à s'immiscer dans la propre perception que les Roms ont d'eux-mêmes. Élaboration dichotomique, l'une obsède et l'autre dégoûte. La première élaboration est l'image du Rome et de son peuple comme fils du vent, image idéalisée, romantisée et orientalisée. Le second, c'est celui du Rome comme individualité appartenant à un groupe social, un conglomérat d'asociaux, de hors-la-loi, qui au cours des siècles s'est uni dans une identité construite, factice, et non pas un peuple avec une ethnicité, une histoire et un patrimoine. Ces 2 présupposés, qui dans le fond sont très différents dans leur conception de ce qu'est un Rome, le premier étant la conséquence d'une vision romantique et le second d'un déni d'identité au Roland négationniste. Ces 2 présupposés nous proposent une interprétation totalement erronée d'un matériel historique concret et existant. Cependant, ces stéréotypes ont les mêmes effets et conséquences sur l'écriture de l'histoire romanie, sur sa narration et sa compréhension, sur l'appréhension que l'on a sur ce peuple, qui en est bien un. À l'image de ces 3 petits singes japonais ou coréens, je ne sais plus, l'un sourd, l'autre aveugle et le dernier muet, il semblerait que les chercheurs ou les pseudo-chercheurs fassent fi d'une série d'indices qui iraient contre leur théorie. Enfin, nous verrons concrètement comment ces erreurs, ces manipulations, ces interprétations, ces aveuglements ont des conséquences concrètes sur le peuple romani, son affirmation et son émancipation. Il faut comprendre ici émancipation comme un affranchissement et non pas comme un développement. J'ai souvent entendu cette traduction lors de conférences sur les Roms, traduction en anglais, et qui est assez significatif en fait de l'état d'esprit de certains. Ces messages ont donc des conséquences sur le rapport que nous avons avec notre propre identité, de ce que nous sommes et de comment nous nous percevons. C'est ce qui s'appelle en psychologie sociale, et je suis sûre que vous le savez, le syndrome de Pygmalion. Ils ont également des conséquences sur notre mémoire historique, qu'elle soit individuelle ou sociétale, ainsi que sur notre construction identitaire nationale, en d'autres termes, sur notre réveil politique. La mémoire, donc ces lectures erronées, orientées, s'attaquent donc à l'individualité, à la personne, au groupe, l'Andai ou l'Andaïa en Roumanie, et au supranational, rongeant ainsi comme un virus l'ancrage d'un peuple, c'est-à-dire son histoire et son idiosyncrasie. La mémoire est orientée, elle est mise sur rail, l'histoire est racontée, elle est imposée, elle n'est pas passée sous le crible du discours critique. Elle sert un but, une idéologie. Ou quand elle est dépourvue de mauvaises intentions, elle est ethnocentriste, gadgicentriste, donc erronée. On dirait quelquefois que dans le domaine des recherches en études romanies, l'amateurisme est de mise. Le manque d'excellence semble permis, comme si d'une faveur il s'agissait, ou bien comme si la matière ne méritait même pas l'exigence de l'éthique professionnelle, faisant fi des règles les plus élémentaires en matière de déontologie et de méthodologie scientifique. L'histoire ne peut bien évidemment pas se réduire à une activité narratrice unique, participant de ce fait d'une élaboration subjective et imaginative, et pourtant c'est souvent le cas dans la sphère romanie, dans la sphère de l'historiographie romanie. Il ne s'agit pas de dire la vérité absolue n'existe pas en histoire, et ce n'est pas de la géométrie, mais d'éviter des lectures épistémologiquement fausses. Prenons par exemple mon champ de travail. Actuellement, je fais des recherches sur l'histoire militaire des Roms. Cela peut vous étonner. En fait, n'y a-t-il pas une chose plus incongrue que celle-ci, d'étudier l'histoire militaire d'un peuple pacifiste qui, sur les chemins de campagne, cheveux au vent, s'occupe de leurs chevaux, faisait de la vannerie, affûtait leurs couteaux, tout juste forgés sur les pierres des rives de ruisseaux clairs, en fredonnant des airs qui faisaient tiliki tran tran tran.
Donc, voici pour la lecture correspondante au premier état d'esprit stéréotypé mentionné antérieurement. Mais j'ai une autre version, si vous le voulez. C'est celle qui correspond au deuxième stéréotype. Comment un groupe de cas sociaux, ne connaissant ni Dieu ni maître, n'ayant aucun sens de la rigueur, dépourvu de conscience politique et de valeurs, ne constituant pas un peuple car n'ayant ni histoire ni langue véritable, comment ces rebuts de la société peuvent-ils avoir une histoire militaire? C'est pourtant bien le cas, et depuis l'Inde jusqu'à nos jours, jusqu'aux conflits les plus récents, cette histoire militaire peut d'ailleurs, en quelque sorte, constituer un marqueur identitaire de ce peuple. Je peux vous donner quelques dizaines ou centaines, on va dire dizaines, de références d'archives nationales, municipales, françaises, espagnoles, hollandaises, allemandes, italiennes, sur lesquelles je travaille, et autres, qui illustrent mon propos depuis la fin du bas Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et l'époque moderne. Sans parler, bien évidemment, des chroniques orientales, ghaznavides, turques et arméniennes. On pourrait également citer des éléments linguistiques. En Roumanie, de nombreux mots appartenant au champ lexical des activités militaires sont d'origine sanscrite et perse. Des éléments anthropologiques ou culturels. Nos métiers traditionnels, tels que la forge ou le maquignonnage, la musique, ne peuvent-ils pas être compris comme des réminiscences de ces savoir-faire caractéristiques et inhérents au bon fonctionnement des armées d'époque médiévale et moderne? Il me faut d'ailleurs souligner que je n'ai pas trouvé ces documents d'archives. La plupart étaient déjà référenciés par des historiens de renom, piliers de l'historiographie romanie, tels que Bataillard, Vaudefoltier, Soulis, Henrietta Seo, Sanchez Ortega ou Gómez Alfaro. Je n'ai plus eu qu'à tisser des liens. Donc pourquoi donc nier certaines connexions logiques, louper l'indice qui ramène à la source du savoir et à une proposition critique? Quelles auraient été les conséquences d'une interprétation critique de l'histoire au travers de ces sources? Elle aurait été tout autre, peut-être plus stimulante, ça c'est sûr, plus nuancée et même peut-être plus juste. On aurait pu s'attarder sur le bagage militaire légué par les premiers Rajpouts ou proto-Roms, les goulams des armées ghaznavides, les esclaves militaires et mercenaires des armées seldjoukides. En Europe, les troupes de bohémiens, conduites tantôt par des ducs et des comtes de Bohême, tantôt par des capitaines de Bohême, étaient demandées car connues pour leur aptitude à la guerre, et nombre de documents d'archives attestent de la participation des Roms aux guerres de cette époque. En France, par exemple, mais vous pouvez appliquer ce phénomène à tout le continent européen. Entre le début du XVIe et la première moitié du XVIIe, les Roms français, les compagnies de Bohême, participent à l'entreprise de guerre par le service des armes et le patronage royal et seigneurial, à une époque où le roi, comme la noblesse, tentait par tous les moyens de recruter et de fixer leurs armées. À partir du règne de François Ier, jusqu'à à peu près celui d'Henri IV, mais également pendant les troubles de la Fronde, les compagnies de Bohême furent agrégées aux armées par licence du roi ou d'autres autorités seigneuriales. Les Roms n'ont pas été systématiquement persécutés comme de mauvais pauvres par les États européens. Ces compagnies pouvaient assurer directement le service du roi, comme je vous l'ai dit, et Henri IV, par exemple, remercia le capitaine Charles d'avoir envoyé 400 Égyptiens au siège de Saint-Jean d'Angély. Ces compagnies étaient également recrutées par les seigneurs pour des raisons politiques ou fiscales. Les Roms demeurèrent fidèles à leurs protecteurs nobles ou seigneuriaux ou au roi, et les réseaux familiaux étaient en quelque sorte calés sur des alliances lignagères de leurs protecteurs. Il est d'ailleurs facile de remarquer comment nombre d'édits royaux et autres prises de position officielles contre les Roms en Europe ont pour réelle intention de déstabiliser ces compagnies militaires à des moments où ces forces mercenaires pouvaient porter préjudice au monarque ou à la centralisation du pouvoir.
Comme le souligne très justement Emmanuel Filleul, s'il est vrai que les Roms furent poursuivis, je vais vous remettre la... Oui, furent poursuivis sans relâche quand les prescriptions monarchiques ont disposé du soutien des parlements et des diligences des magistrats, ils ont été aussi appelés, protégés, leurs enfants parrainés par la plus haute noblesse du temps. Au tournant du XVIIe siècle, cette connivence fut mise à mal par le repli des autonomies seigneuriales et la fin des troubles civils. Mais elle avait suffisamment infiltré le système esthétique de la civilisation baroque pour perdurer tout au long du XVIIIe siècle et au-delà. Donc pourquoi ne pas parler d'événements plus récents comme la participation dans la résistance des Roms, Gitans, Manouches, Sintés sur les fronts contre le nazisme ou la dictature franquiste, que ce soit en France, en Espagne, en Russie, en ex-Yougoslavie, en Pologne ou aux Pays-Bas. La documentation est là, et dans tous les cas, les plus contemporains, les acteurs sont encore vivants, les protagonistes sont encore vivants. Comme vous le savez sûrement, la cristallisation politique d'une identité nationale requiert plusieurs ingrédients, mais sans aucun doute, ces axiomes fondamentaux sont la langue et l'histoire. Toutes deux sont fondamentales, tant pour celui qui en est au cœur, comme pour celui qui, à l'extérieur, le contemple et lui donne une légitimité de fait. Si toute nation est une élaboration imaginaire, sa langue, son histoire, une construction, il en est ainsi pour toutes les nations politiquement et institutionnellement autoproclamées puis reconnues. La nation romanie, dans son acceptation politique comme peuple transnational, connaît depuis maintenant 3 générations, plus d'un demi-siècle, un processus de cristallisation politique. La Romanie peine, le sentiment d'appartenance au peuple rome, un peuple holistique, riche de sa pluralité, sans aucun doute celui qui se doit de mieux comprendre et incarner ce que signifie l'unité dans la diversité ou la diversité comme harmonie, trouve ses racines dans l'expérience de l'être au monde Romanie, mais il se matérialise aujourd'hui également dans le politique. Il transpose ce sentiment Romanie aux besoins de la conceptualisation Gadjikani, donc majoritaire, et politique, de toute revendication nationale. Ce qui est de l'ordre de la connaissance, d'un sentir plus ou moins clair et formulé, empreint de nombreux éléments intuitifs mais fondamentaux pour ce peuple, se formule et se conceptualise en termes politiques contemporains. Mais nous y reviendrons plus longuement. Cependant, il est évident que le modèle eurocentriste du XVIIIe siècle, ainsi que ses dérivés colonialistes et post-colonialistes, ne peuvent en rien être appliqués à l'émergence du nationalisme rom. Cependant, le dédain ou la condescendance, dans le meilleur des cas, avec lesquels est comprise l'émergence du nationalisme politique romani, est une autre marque de diganophobie ou de romophobie, du fait de l'incapacité, du manque de volonté à faire face à une autre réalité, à une altérité conceptuelle depuis une toute autre perspective, à une autre manière d'être au monde, à une autre manière de sentir la nation. Les nationalismes classiques ont à peu près tous visé à oppresser d'autres nations. Mais le nationalisme rom est un combat pour la reconnaissance et un traitement égal. L'histoire comme la politique et plus généralement les sciences sociales écrites depuis cette perspective majoritaire, gadjicentriste, ont façonné une image du peuple rom qui, premièrement, n'est pas la bonne, car elle n'est pas critique et par surcroît très ethnocentriste, et deuxièmement, a eu l'effet pervers d'être assimilée par certains des Roms eux-mêmes, les plus vulnérables. En guise d'exemple, il suffira de mentionner 2 de ces assimilations. La première, dans un contexte purement français, met en cause la dénomination administrative de gens du voyage, qui a été totalement digérée, dans de nombreux cas, dans la plupart du temps, digérée et assimilée par certains Roms français. Une catégorie administrative a pris le dessus sur une appartenance ethnique, et le nom d'un peuple s'est vu substituer
par une catégorisation arbitraire. Le deuxième cas d'assimilation d'une erreur d'interprétation de l'histoire par les propres Roms est celle de la facilité avec laquelle ces derniers expliquent les persécutions qu'ils ont subies et l'antiziganisme actuel, faisant montre d'un déterminisme affligeant, invoquant le caractère pacifiste, voire passiviste, presque naturel de notre histoire et notre culture. C'est une contre-vérité désastreuse, comme nous l'avons mentionné antérieurement, et pourtant largement diffusée dans l'historiographie et par l'historiographie. Le rapport que les Roms intellectuels ont à la mémoire est malheureusement également influencé par une interprétation et une diffusion normative de l'histoire et de la culture romanie imposée par la société majoritaire. Il faut cependant reconnaître que depuis près de 15 ans, ces 15 dernières années, les intellectuels et les chercheurs roms se sont emparés de l'écriture, de l'histoire de leur peuple et la narration. Cependant, cet événement décisif est apparu au même moment où s'est fait prépondérante la conception d'une histoire mémorielle et non plus critique. Malheureusement, cette pensée globale de l'histoire a fait glisser cet élan vers les pentes infructueuses, voire dangereuses, d'une écriture de l'histoire souffrante et mémorielle. Aujourd'hui, de manière générale, lorsque l'on évoque l'histoire des Roms en Europe, c'est d'abord le poraimos ou le samudaripen, le génocide qui vient à l'esprit du citoyen lambda. Et ce ne sont pas les apports de ce peuple à notre histoire universelle. En effet, la souffrance instaure des victimes et être victime s'établit facilement en une posture morale réconfortante. Peu à peu, le risque s'installe de créer une identité fondée sur la victimité. Et c'est l'avènement de ce que Esther Benbassa appelle le dolorisme. La mémoire de la souffrance se tisse et s'impose à l'histoire. L'émotion prime sur la compréhension. La mémoire de la souffrance devient édifiante et prend le dessus sur des éléments fondamentaux qui constituent l'idiosyncrasie, la nature de notre peuple. Les Roms ne sont plus que l'objet de persécutions historiques, et même lorsqu'une approche positive des Roms dans les médias, par exemple, est proposée, la référence à l'histoire lagrimale se doit d'être mentionnée, comme une sorte d'incantation inévitable. Dans le cas du peuple hébreu, des Juifs par exemple, il existe une histoire souffrante traditionnelle, avec des célébrations du jour des lamentations et des pleurs, des cérémonies, des prières, des poèmes qui mettent en lien de manière transhistorique des persécutions passées. Cette histoire souffrante traditionnelle, écrit Esther Benbassa, et l'histoire lagrimale qui la prolonge ont créé la condition d'une mémoire victimaire. Dans ce cas, comme pour les Roms, l'absence d'une véritable histoire écrite a joué un rôle déterminant dans la monopolisation par la mémoire de l'histoire souffrante. Cependant, la réalité romanie n'est pas tout à fait la même, car il n'existe pas d'histoire souffrante traditionnelle, de la portée et de l'ampleur de celle du peuple hébreu. Dans le cas romani, les bases de cette histoire lagrimale ont été posées par les romologues et autres spécialistes de la culture et de l'histoire romanie. Cette histoire souffrante traditionnelle est une élaboration. Elle est exogène, elle n'est pas portée par la culture et le système de transmission des Roms. Mais à force de rabâchage, elle a été assimilée, acceptée, elle a été faite sienne par l'ensemble des Roms et parfois même par ses élites, ayant par là même un effet néfaste sur l'interprétation de l'histoire d'une part et sur la compréhension de la place du Rome dans la société de l'autre, la société plurielle. On voit même des Roms douter de l'identité romanie d'autres Roms si ces derniers n'adhèrent pas inconditionnellement à cette mythologie du destin maudit. Mais enfermer les Roms et le peuple rome dans ce regard victimaire les met en dehors de l'histoire, en font des archétypes de victimes. Ce positionnement est une négation de leur essence, de leur rôle d'acteur de l'histoire et de leur participation positive à la civilisation. Le pathos domine la connaissance.
Et c'est d'histoire dont a besoin mon peuple, et non d'émotions, émotions qui sont souvent furtives et qui exigent sans cesse d'être renouvelées, avec toujours plus d'intensité. L'histoire des Roms, presque millénaire, se résume à une série de persécutions, enfin l'histoire des Roms, la narration historique sur les Roms, se résume à une série de persécutions, chacun les siennes, selon les pays d'origine, persécutions qui trouvent leur climax, leur apothéose avec le génocide perpétué par les nazis. Toute l'histoire de notre peuple semble se résumer à cela, ne laissant pas la place à un discours plus nuancé. Et Rome et Gadget, la société majoritaire, n'accèdent à la connaissance sur le peuple romani que par l'intermédiaire des persécutions, de l'esclavage et du génocide, plutôt que par leur longue présence sur le continent et leur contribution, encore de nos jours, à la vie de leurs pays respectifs et de l'Europe dans son ensemble. N'est-il pas là la pire des ignominies, la manière la plus efficace d'anéantir un peuple? C'est en fait un culturocide moderne. Voilà pourquoi je vous invite à désapprendre pour réapprendre, mieux encore pour appréhender autrement la richesse de l'altérité romanie. Mais pour cela, il nous faut d'abord réviser certaines certitudes intellectuelles creuses, vides, que nous avons tous acquises durant notre vie professionnelle ou académique. Sans aucun doute, et ceci dans bien des aspects, les manières de vivre romani sont riches de savoirs vivants et leurs relations épistémologiques ne peuvent être comprises que de et par l'intérieur. D'autre part, le savoir sur les Roms enseigné dans les universités est souvent un savoir mort, un savoir réifié. Comme dirait Ivan Illich, se référant à ce type de savoir mort, il s'agit essentiellement d'activités mentales dépassées. Dans la même dynamique de réflexion, André Gorz explique comment le savoir mort influence de façon transcendante celui qui veut penser, l'obligeant à se mouler à son usage. Et en fait, les savoirs morts sont faits de concepts que nous utilisons pour penser et qui, à notre rencontre et sans aucun doute, finissent par nous penser, tant que nous ne sommes pas à même de les questionner et de les repenser nous-mêmes. Malheureusement, les savoirs d'experts sur les Roms sont bien trop souvent des savoirs morts et de ce fait, ils résultent dangereux, voire létaux. Et afin de les contrôler, l'intellectuel, le chercheur, se doit de faire appel à l'histoire, de démontrer leur historicité et par là même de mettre à jour leur genèse et ce qui pourrait être leur fin. Pour historiciser le savoir et les certitudes et les concepts modernes, il est impératif de maintenir une distance critique, de respirer et de commencer à se poser de nouvelles questions. Plus loin encore, dans la plupart des cas, ces savoirs morts appartiennent à la catégorie des concepts considérés comme des mots plastiques. Uwe Porksen, mon accent allemand est catastrophique, linguiste allemand et écrivain, a développé une nouvelle catégorie de mots qu'il a considérés comme des mots plastiques ou des stéréotypes connotés, du fait du caractère imprécis de leur signification et origine. Ces mots possèdent un caractère vague, stéréotypé, abstrait et souvent métaphorique. Parmi eux, on trouve communication, énergie, sexualité, système et bien sûr éducation et identité. Ce type de mots fait souvent l'objet de débats scientifiques. Ils sont à la fois très présents dans les discours politiques et publics. Ils émergent dans des contextes où la dimension historique est négligée, car de tels termes ne sont ni géographiquement ni historiquement ancrés dans une réalité. Ils englobent un champ énorme sous un dénominateur commun, clamant l'universalité, et sont de ce fait mal définis et carents de contexte. Du fait de cette généralité, ils donnent l'impression de remplir un vide et de satisfaire un désir. Mais en réalité, c'est leur existence même qui crée un tel désir conceptuel. Leur généralité ambiguë demande un consensus et ils sont très souvent connotés positivement. Les mots plastiques hiérarchisent et colonisent le langage en établissant une élite d'experts
pour laquelle il constitue une véritable ressource lexicale et cognitive. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de la réflexion qui nous réunit, il est fondamental de contextualiser et d'historiciser toute réflexion sur l'éducation, la scolarisation et l'identité romanie. Il est toujours complexe de parler d'identité, car c'est intrinsèquement un concept problématique. Plus qu'une réponse ou une affirmation, c'est une question. Le problème de l'identité ne devient concevable qu'au travers des questions comme « qui suis-je » ou « qui est-il ?» Interrogations qui n'ont pas toujours été évidentes. Quelque part entre la psychologie, la sociologie et l'anthropologie sociale, le problème de l'identité est caractéristique de l'époque moderne. Le mot « identité » est totalement anachronique dans les cultures prémodernes, ce qui ne signifie pas que le besoin de directives morales ou spirituelles ne fut pas absolu à ces époques, mais la problématique ne se situait pas dans l'individualité comme elle peut l'être pour nous. Dans les sociétés dites traditionnelles, la question ne doit pas et ne peut pas être posée, de cette façon du moins. L'identité individualisée n'était pas une pensée conceptualisée. La grande majorité des individus se pensaient eux-mêmes comme formant partie d'un groupe, et ceci n'était pas considéré comme un facteur suffisant à l'autodétermination. Dans les sociétés prémodernes, l'identité est le plus souvent reliée à l'affiliation. Elle dépend de la place attribuée à chacun par la naissance, le lignage et le groupe. C'est également le cas au Moyen-Âge, et dans une société d'ordre et d'État aux limites inamovibles, la question de l'identité peut difficilement être posée. Dans les sociétés médiévales, la vertu première est la loyauté. Et de ce fait, la question n'est donc pas qui suis-je, mais à qui suis-je loyal? À qui dois-je allégeance? L'identité est le résultat direct de cette allégeance. La société est de ce fait divisée en castes et en États, jusqu'à ce que les États-nations tentent d'homogénéiser toute cette diversité avec des effets contradictoires et contre-productifs. Les Juifs et les Roms étaient parmi les premières victimes de cette homogénéisation. Mais n'oublions pas non plus que de nombreux groupes minoritaires du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne disparurent avec l'avènement de la normativité. Et la modernité ne pouvait plus accepter de tels particularismes, dont paradoxalement la société de l'époque médiévale, comme un agrégat de groupes distincts, se contentait. La modernité a aboli en fait un groupe de distance, et elle l'a considéré comme révocable. Mais en fait, ces distances étaient utiles, car directement protectrices. À l'époque médiévale, l'autre n'empêchait pas l'intégration. Il est donc aisé de comprendre pourquoi la question de l'identité, d'abord comment elle est née, et d'abord comme une réaction à une dissolution du tissu social, de la disparition des points de référence traditionnels, de l'émergence du concept de normativité garante de la centralité de l'État et de l'organisation politique, ainsi que de l'apparition du concept occidental et moderne d'individualité. La cristallisation des identités romanies en Europe s'opère justement à ce moment précis. C'est juste à l'interstice de ce que Michel Foucault appela la première césure épistémologique opérée en Occident et qui caractérise le passage de l'époque médiévale à l'époque moderne. C'est à ce moment critique et dans cet espace géographique, à la charnière entre deux univers de pensée, que ce que les historiens connaissent comme proto-Rome cristallisèrent leur noyau identitaire européen. C'est à ce moment, entre l'arécipé, je vous expliquerai plus tard ce que c'est, et le nakipé, au passage entre l'Orient et l'Occident, qui inscrit les Roms en Europe dans la logique d'une altérité fascinante, dérangeante ou nuisible. Mais revenons un court instant sur la genèse de l'histoire du peuple rome.
J'aurais dû vous faire ça. Comme vous le savez sûrement, le peuple rom, fort de 12 millions de personnes en Europe, 3 en Amérique et autant, 4 en Amérique, aux Amériques, et autant sinon plus en Turquie, trouve son origine dans le nord-ouest de l'Inde. L'historiographie romanie a proposé, depuis la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle, toute une série d'hypothèses, certaines plus abracadabrantes les unes que les autres, concernant nos origines. De l'Atlantide à la Lune, en passant par un conglomérat de brigands et de hors-la-loi qui se noircissaient la face, le peuple errant du livre des rois de Ferdoussi ou la tribu perdue d'Israël. Bien évidemment, parce que le scientifique n'est pas hermétique au milieu ni à l'époque dont il provient et à l'époque dans laquelle il s'inscrit, la plupart de ces théories répondaient aux inquiétudes et aux mystifications de l'air du temps. Cependant, déjà assez tôt, certains linguistes avaient pressenti ce que le recoupement de plus importantes sources historiographiques vinrent à confirmer. Une origine située dans le nord-ouest de l'Inde et un postérieur départ de cette zone dans les premières décennies de l'an 1000, à conséquence des invasions militaires turcomanes et plus précisément ghaznavides dans les principautés indiennes. Donc si l'histoire du peuple rom est fortement marquée par des réalités géostratégiques d'une Europe moderne belliqueuse, sa proto-histoire est également constitutive d'épisodes guerriers et d'affrontements entre l'empire ghaznavide et seldjoukides, puis entre ces derniers et toutes les forces en puissance sur le territoire du Khorasan et de l'Anatolie. La proto-histoire du peuple rom, depuis sa sortie de l'Inde, sa traversée du Khorasan au XIe siècle, au sein des campements militaires ghaznavides et son arrivée en Asie mineure, puis dans l'empire byzantin, poussé par les seldjoukides, est bien en fait celle des rapports de force présents en Asie entre le XIe et le XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle. Depuis une dizaine d'années, un travail de recherche plus approfondi, confrontant les sources historiques et linguistiques, nous permet de tisser des connexions logiques et scientifiquement rigoureuses, nous aidant à mieux comprendre la genèse de l'histoire des Roms avant leur arrivée en Europe. En effet, à partir du second millénaire de notre ère, toute la partie nord de l'Inde, le Sindh, le Punjab et la plaine indo-gangétique se voient envahis par les troupes turco-afghanes ghaznavides du sultan Mahmoud de Ghazni. De 1001 à 1026, Mahmoud y effectue 17 raids qui, malgré la résistance des guerriers Rajpouts et la coalition des princes indiens, débouchent sur une victoire des armées ghaznavides. En 1018 est sans aucun doute une date importante, car c'est celle de la prise de Kanauj, à l'époque siège du gouvernement des princes indiens et de toute la région. Certains chercheurs y voient la genèse de l'histoire proto-romanie et inscrivent l'origine géographique des ancêtres des Roms, y inscrivent dans ce lieu l'origine géographique des ancêtres des Roms, que l'historiographie romanie appelle les proto-Roms, dans cette zone. Mais même si la linguistique comparative, l'ethno-linguistique et les sources écrites corroborent l'idée d'une origine des proto-Roms située dans la zone de l'Uttar Pradesh, donc Kanauj à cette époque était la ville principale, il est difficile de considérer une ville et une seule comme le point de départ de la proto-histoire gitane. Il serait donc, à mon avis, plus prudent et concret et correct, historiographiquement, de parler de la zone du nord-ouest de l'Inde et de l'Uttar Pradesh en particulier, comme étant la zone d'origine de mon peuple. Même si ces faits, ainsi que la description du butin obtenu et du nombre de prisonniers capturés, sont minutieusement décrits par le chroniqueur du sultan Abu Nasr al-Udbi dans son ouvrage Kitab al-Yamini, qu'il est situé à Kanauj, il faut considérer cette littérature de cour
sous le prisme des traditions historiographiques médiévales orientales et donc la remettre en question, car comme tous les récits de chroniqueurs de l'histoire, serviteurs du pouvoir en place, l'historicité de la narration n'est en rien le principal but recherché. Cependant, ce lot humain, destiné dans un premier temps donc à Ghazni, le chroniqueur parlant même de l'utilisation de ces prisonniers pour embellir la capitale ghaznavide, du fait de leurs compétences artistiques et artisanales, se voit exceptionnellement affecté à un marché extérieur, et la chronique nous dit que la Transoxiane, l'actuel Ouzbékistan, l'Irak et le Khorasan se virent remplis d'Indiens, à la peau claire comme à la peau foncée, ainsi que de conditions socio-économiques diverses, mais unis dans la même condition d'esclaves. Donc cette mention des peaux claires et des peaux foncées, ainsi que celle de leurs conditions socio-économiques diverses, est importante, car elle montre bien qu'il ne s'agissait pas à cette époque d'un groupe de personnes homogènes, unies dans une seule et même identité, ni religieuse, ni économique, ni ethnique. Donc au XIe siècle, ces milliers d'Indiens prisonniers, la plupart servant comme goulam, donc esclaves militaires, dans les armées ghaznavides, se voient pris aux mains des vicissitudes militaires et stratégiques qui opposent très vite les Ghaznavides à leur ennemi seldjoukide. La bataille de Dandanakan en 1040 sonne la victoire des Seldjoukides sur les Ghaznavides et leur contingent indien, initiant ainsi leur expansion qui englobera toute l'Asie mineure jusqu'à l'avènement moghol au début du XIVe. Ces Seldjoukides appartenaient à un clan princier turkmène, descendant de la confédération des tribus nomades des steppes d'Asie centrale, appelée Oghuz-Turk. Ils étaient d'origine chamaniste et avaient été très récemment convertis à l'islam sunnite. Bon, pour résumer, c'est cette pression militaire turkmène qui pousse la migration proto-rome après la défaite de Dandanakan vers l'Asie mineure, l'Arménie, puis l'Empire byzantin. C'est également au cours de cette migration forcée, et sûrement juste avant l'entrée en Asie mineure de cette population proto-romanie, composée d'éléments indiens, mais également d'une pluralité d'autres origines ethniques. Il faut savoir que le milieu ghaznavide et la poussée seldjoukide ont diversifié et uni cette population. Ce groupe c'est à ce moment que ce groupe pourrait s'être scindé en trois. Je n'ai pas d'illustration. Le premier constituera, en entrant en Europe, les Roms. Le second, connu comme l'Homme, ne quittera pas la zone arménienne, tandis que le troisième groupe, les Dômes, se dirigera vers le Moyen-Orient. Voilà maintenant plus de 20 ans que des chercheurs, des linguistes, des historiens roms ont fait un travail de réappropriation de leur histoire dans une optique rigoureuse et scientifique. Diane Hancock, Adrienne Marsh, qui est ici, et d'autres encore ont initié la mise en lumière d'un temps historique romani, un temps de l'altérité, pour citer le docteur Adrienne Marsh, le temps de l'autre, le temps d'un épistémé minoritaire. En effet, les historiens qui se doivent de travailler sur des archives, c'est-à-dire sur des preuves, ne devraient pas faire fi du caractère sélectif et partiel de leur point de vue sur une réalité, sur une source, sur un événement. Ils ne devraient pas non plus oublier que tout s'inscrit dans un rapport de force conditionné par la possibilité de laisser des traces, conditionnant ainsi l'image globale qu'une société laisse d'elle-même. Comme le souligne Walter Benjamin, il nous faut apprendre à lire les témoignages à rebrousse-poil de l'intention de ceux qui les ont produits, car c'est uniquement ainsi que l'on peut prendre en compte les relations de force entre ces tensions. Les implications cognitives des choix narratifs sont évidentes dans l'historiographie romanie et ont été plus que destructrices. Contrairement à ce que l'on a l'habitude de croire, l'élaboration des modèles narratifs n'intervient pas uniquement dans la phase
ultime du travail de l'historien, mais également et surtout dans le choix des sources et l'organisation cognitive des matériaux recueillis, ainsi que dans toutes les phases du travail de recherche. Mais l'universalisme imposé du temps historique constitue également un écueil épistémologique lorsque l'on veut sortir d'une narration postcoloniale de l'histoire. Les cultures minoritaires Les cultures minoritaires laissent des traces plus ou moins ténues, qui déterminent sans aucun doute un cadre de pensée, un cadre cognitif. Le temps universel n'est pas celui des peuples premiers et celui des minorités ethniques. L'appréhension et la relation au temps dans un cadre scolaire, dans le contexte de l'enseignement de l'histoire par exemple, sont des éléments qui pourraient donner matière à réflexion. La thématique du temps et de sa construction dans la narration historique est fondamentale. Dans le cas des études de Romani, ce concept a été très peu étudié, comme je vous ai cité antérieurement, principalement par le docteur Jan Hancock et le docteur Adrian Marsh. La plupart des travaux ayant été élaborés l'ont été au travers du prisme d'une temporalité caractéristique de l'historiographie eurocentriste et occidentale, d'une historiographie dominante en fait. Pour paraphraser Adrian, si le temps des Gitans est un temps allochronique, c'est-à-dire le temps de ceux qui sont extérieurs, observent et écrivent sur le sujet, que supposerait l'étude d'une temporalité spécifique romanie? Quels sont les impacts sur le peuple rome, sa civilisation, sa métaphysique, la perception de sa propre histoire, de l'imposition d'un temps qui ne lui correspond pas? Un temps exogène, caractéristique d'une culture historiographique et scientifique autre que la sienne. Afin de répondre à cette question, il faut se proposer un défi, celui de récupérer, de déchiffrer et de mettre à jour la cadence, le rythme et le souffle de ce temps des Gitans. En guise d'illustration, prenons les travaux du docteur Jan Hancock, linguiste et professeur en Romani Study à l'université d'Austin, aux États-Unis, qui a découpé une chronologie romani en 4 temps. Le premier est celui du Teliaripe, le commencement en Romani. C'est la genèse de la proto-histoire des Roms. C'est l'événement fondateur qui entraînera l'exode d'une population hétérogène, origine du nord-ouest de l'Inde, vers le Khorasan et l'Asie mineure. La seconde partie, c'est le Nakipe, la marche, qui correspond à la période qui couvre les vicissitudes des proto-Roms en Asie et en Asie mineure, leur déplacement jusqu'aux portes de l'Europe. C'est un moment crucial qui, comme je l'ai mentionné antérieurement, consiste en celui de la cristallisation, ou plutôt de l'homogénéisation des différents éléments culturels qui donneront ensuite l'ethnicité romanie. Le troisième temps, c'est celui de l'arrecipe, c'est l'arrivée, l'entrée des Roms en Europe. Et pour terminer, le Buhliaripe, qui est le temps de la diaspora, le déploiement, l'installation des Roms dans l'espace géographique européen puis mondial. Donc nous avons brièvement évoqué les processus historiques qui entraînèrent l'apparition du concept d'identité à l'ère des États-nations. Avant d'entrer à proprement dit dans une interrogation sur l'identité romanie, il nous faut évoquer la frontière existante entre le concept d'identité et d'identité nationale dans un contexte majoritaire et quelle est la place de l'identité romanie dans ce paradigme. Rappelons que la caractéristique géopolitique du peuple rome serait celle de la transnationalité. Certains préfèrent le terme de territoire, de peuple sans territoire compact. Mais en ce qui me concerne, cette référence à la territorialité ou à l'absence de territorialité comme élément normatif ne me satisfait pas complètement. Donc moi, je préfère parler de peuple transnational. La société majoritaire
a tendance à oublier donc que le concept de nation et d'identité nationale ne sont en rien constitutifs de la nature humaine, et que ces dernières ne sont autres que des constructions de simples élaborations. La nation, dans son acceptation Gadjikani, majoritaire, n'est rien d'autre qu'une création moderne, caractérisée par 3 éléments constitutifs: l'identification des ancêtres communs, le choix et la mise en valeur d'un folklore désigné, et finalement le développement d'une culture de masse. Ce sont les 3 éléments clés de la construction des identités nationales qui ont permis la propagation d'une idée nationale dans les esprits des sociétés modernes. Bien sûr, la construction de ces identités nationales s'est effectuée aux dames de nombreuses identités minoritaires qui se sont vues niées, persécutées ou manipulées par les discours nationalistes. Et si le XVIIIe siècle voit l'avènement des nationalismes, c'est en grande partie la conséquence de l'établissement d'une réalité géopolitique nouvelle et de la modification de la légitimité culturelle basée sur un nouveau concept de normativité. À la fin du XVIIIe, tous les pays européens expérimentent un processus identique de définition de la nation, s'auto-crédibilisant les uns les autres. La construction des identités nationales est donc un travail collectif mis en œuvre par de nombreux pays. En guise d'illustration, les frères Grimm, que tout le monde connaît, et dont les histoires sont mondialement connues, jouèrent un rôle décisif dans la logique de création des épopées nationales Gadjikani, donc majoritaires, voyageant dans toute l'Europe, collectant des histoires et les réinterprétant. Les livres des frères Grimm étaient connus par tous, intellectuels comme gens du peuple. Et c'est ce cosmopolisme intellectuel qui aida l'émergence des nations majoritaires, des nations Gadjikani. Et l'idée était que chaque établissement d'héritage nationaux enrichissait l'Europe entière. Rien n'était plus international que la création d'identités nationales. Et c'est d'ailleurs un tant soit peu ironique lorsque l'on réalise que les irréductibles singularités de chaque identité nationale étaient prétexte à des guerres sanglantes. Mais bon, pour terminer brièvement sur ce sujet, l'apparition au XXe siècle d'une culture de masse a définitivement été le marqueur du nationalisme. Le processus de nationalisation des États se clôt avec un travail intensif d'éducation des masses, dont le but était d'inculquer à une population entière le sens de l'appartenance nationale. Et si le sport, l'institutionnalisation du rapport à la nature, le tourisme font également partie du processus d'éducation des masses, c'est l'enseignement de l'histoire qui constituait le ciment de cette dynamique. Et de fait, les manuels d'histoire, encore actuellement, enseignent à nos enfants une narrative choisie, influencée par une certaine idée du politique et de la nation. Donc la réflexion autour de l'idée de nation est riche et complexe. Dans un contexte européen caractérisé par la globalisation et le libre-échange, on peut se demander quelle est la crédibilité de ce concept de nation et comment se positionner face à cet élan populiste et xénophobe de réinterprétation et de réappropriation du concept de nation et d'identité nationale. Il est également très intéressant de réfléchir sur la place qu'occupa et continue à occuper, non pas le sujet Romani dans les discours nationalistes, mais son traitement. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'avènement et de la maturité des processus d'élaboration nationaliste, la figure stéréotypée du bohémien et autres tziganes nationaux est déclinée de manière à incarner et folkloriser ce sujet. De la Carmen de Bizet à l'Aleko de Rachmaninov, en passant par la Esmeralda d'Hugo, dans la littérature, la peinture ou la musique de la fin du XVIIIe au début du XIXe, l'image du Rome devient le porte-drapeau, l'allégorie d'un certain nationalisme, d'une nation sauvage et naturalisée. Donc il est clair que
la question centrale, la clé de voûte du paradigme Romani en matière d'identité est son interprétation vis-à-vis de son rapport du rapport à la majorité. On peut se poser la question de savoir si identité est le terme adéquat. Est-ce que la romanipen, le sentiment d'appartenance à un même peuple transnational, est identité? Est-ce que la romanipen est une construction? Est-ce que la romanipen se situe au cœur de l'épistémé romani? Comment faire comprendre à la société majoritaire ce qu'est la romanipen? Et faire en sorte que ces critères nationalistes ne contaminent pas la compréhension d'un concept qui est chez nous immatériel. Doit-on faire fi de ce mot plastique qu'est l'identité et commencer à réfléchir et à considérer un autre vocable, celui d'épistémé? En quoi une réflexion sur l'identité, sa compréhension et sa complexité peut être un outil pour mieux appréhender la scolarisation des enfants roms en Europe et mieux comprendre l'importance de l'éducation romanie donnée au sein des familles, des communautés et des peuples minoritaires. Voici un certain nombre de pistes importantes et fondamentales qu'il nous faudra développer ensemble. Mais dois-je rappeler, en guise de clin d'œil, que les anciens Grecs disaient reconnaître de nuit les membres de leur maisonnée à leur odeur et les appelaient pour cela homokopoi, ce qui signifie en grec imprégné de la même fumée. Donc, pour entrer dans cette thématique qui est un peu complexe, conceptuelle et ardue, je vais devoir vous rappeler, vous introduire deux notions qui sont celles de la potentia et celles de l'épistémé. Dans le cadre de cette réflexion introductive, qui j'espère ne vous semble pas trop rébarbative, très théorique, mais qui, je pense, est nécessaire pour tenter de comprendre comment les enjeux d'une pensée complexe sur la question sont fondamentaux, et comment il nous faut repenser certains concepts. Je vais donc revenir sur quelques concepts en passant par l'histoire de la philosophie des idées et des pensées. Pour cela, nous revisiterons brièvement Platon, Spinoza, Kant, Deleuze, Guattari et Foucault. Les Roms sont capables de ça. Pourquoi aller si loin? Vous me demanderez peut-être pourquoi aller si loin et chercher dans certains des phares de la pensée dominante une clé pour réinterpréter et comprendre un axiome minoritaire, et dans ces cas-là la romanipen. Bien pour plusieurs raisons. La première parce que les Roms, et en vertu même de la richesse et de leur altérité, ne se situent pas en dehors de l'histoire majoritaire, ni du développement de la pensée. Vecteur de savoir et de connaissance, l'histoire des Roms, mais également celle de leur perception par la société majoritaire, peut également être considérée sous le prisme de la philosophie et de l'histoire des idées. Leur mobilité de l'Orient vers l'Occident, à l'époque médiévale et moderne, sur des routes de commerce, au travers desquelles circulaient marchandises, techniques et savoirs, leur relation étroite avec les noblesses de l'époque les situe à la confluence même des échanges et des flux de savoir, orthodoxes ou non. N'oublions pas non plus que les épistémés ou les savoirs minoritaires sont des interfaces, des ponts, des référentiels, assumés ou non, permettant au savoir dominant de se constituer et de s'imposer à l'autre. Mais encore, ne perdons pas de vue, comme nous l'avons mentionné ultérieurement, que le concept d'identité, au travers des âges, est chargé de pouvoir, est chargé de pouvoir pour les dominants, mais également pour les dominés, pour les majoritaires comme pour les minoritaires. Les systèmes dominants sont ceux qui ont en main le pouvoir, nous imposent des savoirs requis, des savoirs de pouvoir, comme des infrastructures, des institutions, et des savoirs d'adaptation à ceux-ci. La connaissance des codes, la connaissance des lois, la capacité d'être interpellé et affecté par des postulats. Il n'y a pas ou peu de place, à partir de l'époque moderne,
pour les savoirs vernaculaires et minoritaires. La réflexion contemporaine sur la nature du pouvoir a émergé comme un des points centraux de la philosophie contemporaine, avec Michel Foucault, avec Deleuze et Félix Guattari, entre autres. Ces intellectuels ont décrypté les myriades de formes de mécanismes et les stratégies de déploiement par lesquelles le pouvoir, avec un grand P, investit et infiltre l'intégralité du tissu social, politique et individuel. Leur pensée et la manière dont ils repensent le concept de pouvoir nous amènent à reconsidérer les formes de pouvoir établies et les alternatives pratiques à l'institutionnalisation du rapport avec ce dernier. Mais leurs réflexions sont basées toutes sur la relecture de l'éthique de Spinoza. Spinoza, au XVIIIe siècle, nous propose une alternative effective au concept de pouvoir dominant. Une alternative distincte, pérenne, efficace à l'organisation, la reconnaissance et l'auto-reconnaissance des sociétés. Sa théorie s'articule autour de deux concepts, la potentia et la potestas, ou le potestas. Ce sont des concepts qui posent un problème en termes de traduction en langue anglaise. Car alors que la terminologie latine employée par Spinoza, donc potentia et potesta, trouve des corollaires dans de nombreuses langues européennes, pardon, je vais mettre celle-ci plutôt, potere et potenza en italien, pouvoir et puissance en français, mon allemand est désastreux, Macht et Vermögen en allemand, l'anglais ne permet l'utilisation que d'un seul mot, power. Donc pour faire simple, j'utiliserai la terminologie latine. Donc Spinoza différenciait la potentia, la puissance, de la potesta, le pouvoir. La potentia, c'est la maîtrise et la plénitude intérieure, alors que la potestas est un pouvoir extérieur dont l'essence est l'exercice d'une force d'intervention sur les autres, qui, dans la modernité tardive, est devenue une véritable force de frappe contre toute dissidence. Le concept spinoziste de potentia va au-delà de l'idée d'un agrégat ou d'une constellation d'une myriade de résistances ou de la mise en réseau de forces individuelles et de potentialités. C'est une dynamique réelle d'organisation fondée sur de solides bases métaphysiques et cosmogoniques. La potentia de Spinoza agit sur une dimension collective, déterminée et capable de structurer une société libre d'elle-même. C'est dans cette perspective qu'il est intéressant de considérer une lecture romanie de la pensée de Spinoza. Le passage de la puissance intérieure à la soumission à un pouvoir extérieur se joue sur la lisière poreuse mais sélective qui distingue traditionnellement un intérieur d'un extérieur. Et c'est cet intérieur qui est fondamental chez les Roms. Comme nous l'évoquerons plus tard, avant que la force de frappe étatique qui s'inscrit dans la logique du rationalisme de l'âge classique n'entreprenne d'aplanir tous les seuils vernaculaires au profit de nouvelles frontières, personne ne mettait en doute la nécessité de ces limites à la liberté de circulation. Cette capacité de porosité filtrante est donc le fondement de toute reconnaissance de l'autre. Mais cette capacité, au jour d'aujourd'hui, doit être reconquise, car elle a été expropriée, voire ridiculisée, tant par la science que par les théories politiques modernes. Il s'agira donc, contre la science, contre ses retombées sur les langages communs, les mots vides et plastiques que nous avons évoqués et qui font l'apanage des experts, il s'agira donc de parler de l'intérieur du monde vécu intersubjectivement partagé. Cependant, cette renonciation à la facilité doit fomenter une nouvelle vigilance face à des propositions et des solutions.
N'oublions pas que, comme le disait Ivan Illich, la même structure institutionnelle soutient la guerre pacifique contre la pauvreté et la guerre sanglante contre la dissidence. Donc, lorsque nous nous interrogeons sur la nature de l'identité romani, depuis une perspective ethnocentrique et historique, nous réinterprétons en fait le paradigme spinoziste de la potestà et de la potentia. Le véritable pouvoir d'une minorité culturelle ou ethnique est sans aucun doute son degré de conscience de sa propre potentia. Et la conscience pleine du pouvoir de son idiosyncrasie entraîne la conscience pleine de son épistémé, son être au monde. Il n'existe aucune arme plus puissante et annihilante que celle qui détruit la potentia et l'épistémé d'un peuple pour l'asservir à un corpus normatif imposé. Pour les Grecs, qui ont inventé le mot, l'épistémé représentait un groupe, l'ensemble des connaissances réglées propres à un groupe social, à une époque. C'est un corps organisé. C'est un corps organisé de savoir composé, selon Aristote, d'une praxis, c'est-à-dire une pratiquée, d'une technique ou d'une manière de faire, et d'une manière de voir ou une théorie. Pour Michel Foucault, qui fit revivre cette notion, l'épistémé est le corps d'idées qui encadre et moule la perception et les savoirs propres à une époque particulière. Selon le dictionnaire culturel Robert, l'épistémé, c'est l'ensemble des connaissances réglées, la conception du monde, les sciences et les philosophies propres à un groupe social, ethnique ou à une époque. Mais différents corps de savoir peuvent entrer en conflit. Mais contrairement aux guerres ouvertes, une telle conflagration prend généralement la forme d'une interpénétration dans laquelle le fort gardera éventuellement le nom indigène des terres ou des biens conquis, alors que le plus faible doit, afin de les rendre acceptables, refonctionnaliser ses propres savoirs sous le manteau d'une épistémé dominante. Un épistémé, c'est donc un corps de savoir qui donne forme à ce qui est perçu et su. Plus encore qu'un corpus au sens impérial romain, il s'agirait plutôt d'une soma, c'est-à-dire un corps sensible, qui est perçu charnellement de l'intérieur, plutôt qu'abstractement. C'est comme une forme spectaculaire délimitée de l'extérieur. Donc c'est une vision de l'intérieur, c'est un tissu de réciprocité, c'est une compénétration de perceptions intimes et de modes de subsister. C'est une vision partagée de ce qu'il faut, ici et maintenant, une expression du sens commun des gens qui partagent un univers mental, cognitif et cosmogonique semblable. À l'intérieur d'un épistémé donné, l'autre, celui qui vient du dehors, n'est jamais tout à fait inconnu, ni tout à fait étranger, mais il occupe une place particulière en vis-à-vis. Bien sûr, les cloisons de l'épistémé sont poreuses. Elles filtrent et elles retiennent. Elles laissent passer en transformant, en domestiquant les apports extérieurs. Et ceux qui, dans cette salle, sont familiarisés avec le concept de Roman Lippen se trouveront, je pense, interpellés par cette définition de la nature de l'épistémé qui correspond parfaitement à la nature du sentir romani. Mais revenons à Foucault, car son analyse est passionnante et sa prose est vibrante. Dans Les mots et les choses, en 1966, et dans L'archéologie du savoir, en 1968, Foucault nous parle, entre autres, de la grande césure épistémologique qui s'opéra en Occident lors du passage de l'esprit de la Renaissance à celui du rationalisme moderne. Ce qui est intéressant ici, et en rapport avec le sujet qui nous intéresse, c'est que c'est à ce moment-là, au moment de cette césure épistémologique déterminante, que le changement de perception vis-à-vis des Roms en Europe s'opère. Et c'est cette perception-là qui s'inscrira à jamais dans la rétine collective de la société majoritaire. Il s'agit d'une rupture
d'une discontinuité, d'une césure, d'un événement radical, pour employer les mots de Foucault. En guise d'illustration narrative, il nous propose, dans Les mots et les choses, une réinterprétation de Don Quijote de la Mancha, œuvre de Cervantes, qui constitue pour lui la première des œuvres modernes, puisqu'on y voit la raison cruelle des identités et des différences se jouer à l'infini des signes et des similitudes. Puisque le langage y rompt sa vieille parenté avec les choses, je cite, je serais incapable d'écrire ça, pour entrer dans cette souveraineté solitaire d'où il ne réapparaîtra que devenue littérature, puisque la ressemblance entre là dans un âge qui est pour elle celui de la déraison et de l'imagination. Car le grand changement s'opère bien là. L'espace d'un nouveau savoir s'ouvre, un autre savoir où, par une rupture essentielle dans le monde occidental, il ne sera plus question de similitude, mais des identités et des différences. Foucault, bien évidemment, se pose la question de savoir comment une pensée peut-elle se substituer à une autre. Mais nous ne développerons pas plus loin cette réflexion, au risque de passer le reste de la journée. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'au début du XVIIe, la pensée cesse de se mouvoir dans l'élément de la ressemblance. La similitude n'est plus la forme du savoir, mais l'occasion de l'erreur. L'âge de la ressemblance et de la semblance est en train de se refermer. La conceptualisation de ces changements culturels est fondamentale, car elle donne du sens. Après Les mots et les choses de Foucault, il semble clair qu'à certains moments de l'histoire et dans une culture donnée, les manières de penser, d'appréhender le monde sont relativement homogènes, puis opèrent un changement pour se recomposer d'une autre façon à un autre moment. Cela implique, comme vous l'avez bien entendu compris, qu'un même concept ne signifie pas la même chose à la Renaissance que de nos jours. De la même manière qu'un même concept n'est pas vécu de la même manière d'une culture à une autre. Dans une perspective universaliste, cela rejoint la perspective holistique en épistémologie, qui affirme que chaque concept, chaque idée, fait partie d'une série puis d'un tout qui lui donne le sens. Il est donc important de retrouver et de se réapproprier l'épistémé et la potentia romani, et ceci au-delà de toute revendication minoritaire. Pour Ivan Illich, la fracture de la potentia spinoziste d'un peuple est due à ce qu'il décrit comme le syndrome de cécité sélective acquise et se réfère à l'incapacité qu'a un expert de comprendre la nature des différents arts de vivre, leur logique, et d'en saisir leur essence ainsi que leur véritable sens. La formation de l'expert l'a affecté de ce syndrome, et quiconque se rend prisonnier de son langage et de sa vision hégémonique perd en acuité visuelle ce qu'il gagne en éloquence pseudo-scientifique. Comme nous l'avons déjà évoqué, depuis le XVIIIe siècle, les Roms ont constamment été obligés d'assimiler, d'internaliser de force une vision extérieure d'eux-mêmes, de leur identité profonde et structurante. Les savoirs minoritaires, qui ont permis aux Roms d'acquérir une autonomie cognitive et une potentia leur permettant d'agir, sont à partir de ce moment, donc à partir de cette césure épistémologique, jusqu'aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui, sont subjugués par des savoirs dominants. Durant des décennies, les experts autoproclamés, les ziganologues et autres romologues et autres néo-orientalistes ont défini et continuent de définir ce que nous sommes, ce que nous devrions être, nos histoires, notre culture, nos cultures, et ceci depuis une perspective ethnocentriste affligeante. La quantité de savoir mort, de savoir d'experts, produit aujourd'hui sur les Roms a été imposée par l'assimilation d'une hétérodéfinition. Littéralement,
une définition par l'autre, déstructurante, et de la perte de la potentia romani. La grande question serait donc de savoir comment retrouver, comment habiliter et valoriser ces épistémères romani. Comment en faire l'instrument d'une émancipation, de l'émancipation d'un peuple et de l'acceptation de soi par soi-même et par l'autre. Depuis ma qualité d'historienne rome, c'est cette discipline qui me sert et qui me servira de trame pour conclure mon exposition. En effet, l'histoire est un fil d'Ariane qui permet... L'histoire est un fil d'Ariane qui permet de lier entre eux des faits, oui, de les interpréter et de les comprendre et de comprendre leur transcendance. Ce fil conducteur est tissé par l'historien. L'historien est un être paradoxal. C'est une créature mi-scientifique, mi-rêveur. Ce sont des femmes et des hommes pourvus de toute la complexité que suppose le genre humain, avec un bagage culturel, social, intellectuel, bagage de genre, un bagage politique, moral, spirituel. Mais toujours acteur d'un ici et d'un maintenant, d'un présent. Georges Duby, dans un entretien au Monde le 26 janvier 1993, se référant à la narration historique, s'exprimait ainsi. Qu'est-ce que le discours historique, sinon l'expression d'une réaction personnelle de l'historien devant les vestiges éparpillés de son émotion, je dirais de son rêve. Car inéluctablement, il doit rêver, sérieusement, mais rêver. Je n'aurais pas été capable non plus d'écrire ça, c'est Georges Duby. On peut appréhender l'histoire comme la mémoire d'un peuple. Le façonnage d'une mémoire au travers de l'écriture permet à l'historien de lutter contre l'oubli et l'amnésie collective. Cependant, l'association histoire-mémoire est plus logique lorsqu'elle se réfère à des chroniqueurs et des historiographes. Lorsqu'il s'agit de l'historien moderne, il faut donc se poser la question de l'objectivité du scientifique face à ce qu'il se propose de narrer. Comme nous l'avons vu précédemment, l'histoire est conditionnée par la narration et les choix narratifs. De ce fait, nous sommes confrontés à la question de la perspective et de l'idéologie de l'historien. Même s'il veut se doter de méthodes scientifiques, son substrat politique et idéologique, assumé ou non, reste l'écueil à surmonter, tant par l'historien lui-même que par son lecteur. Les faits en eux-mêmes ne sont qu'un fatras, dans lequel l'historien se doit de mettre la main, afin d'obtenir de la cohérence et du sens. Et c'est là, derrière le tissu de la logique de l'homme, que nous pouvons entrevoir ses véritables motivations. La question de la subjectivité et de l'objectivité est donc capitale dans l'écriture historique. Évidemment, les plus raisonnables conseillent que pour penser correctement l'histoire, il ne faut en aucun cas perdre de vue une approche épistémologique, sans laquelle, pour certains, la mémoire collective pourrait se transformer en l'élaboration d'un mythe collectif. Mais qu'est-ce que réellement la mémoire et qu'est-ce que la mémoire pour les Roms ? Je me suis trompée de PowerPoint, je crois. La mémoire peut-elle être constitutive de notre identité, tant personnelle que collective, communautaire ou nationale ? La mémoire est un récit, c'est une narration dans laquelle s'articulent logiquement des faits, des circonstances, des épisodes. Mais la mémoire est avant tout un sens des choses. C'est également la signification que nous donnons à ce dont nous nous souvenons. Nous sommes tous concernés par l'idée, la nécessité de faire mémoire. Nous sommes tous conscients de l'importance que revêt la mémoire historique, du devoir de mémoire. Sans aucun doute, la mémoire est fondamentale et sa perte est terrifiante, déstructurante. Elle peut même amener l'individu qui en pâtit
à l'élimination totale d'une identité, considérant ici comme identité ce qui subsiste au-delà de ce qui diffère. Mais bien plus dramatique encore que l'oubli et sans aucun doute la perte de sens que nous donnons à ce qui est arrivé. Il n'y a rien de plus important et fondamental que de se souvenir avec du sens, que ce soit d'une manière consciente, intellectuelle ou naturelle. Ignorer le sens intrinsèque et général de ce que nous enseignent les faits et qui forment notre identité est la plus terrible des pertes et la plus grande des douleurs. Mais comment peut-on se souvenir collectivement ? Se souvenir collectivement, c'est faire nôtre quelque chose que nous n'avons pas vécu, comme si ces événements et leur signification étaient logés en notre fort intérieur sous la forme de souvenirs. C'est la narration de circonstances passées que nous ressentons ou que l'on nous fait ressentir comme nôtres, comme personnalisées et personnelles. La notion sociologique de mémoire collective, proposée par Maurice Halbwach, nous décrit comment un passé peut se conserver dans une mémoire individuelle, historique et sociale. La mémoire individuelle se définit bien sûr à partir de dimensions sociales. C'est dans la société que normalement l'individu acquiert ses souvenirs, qu'il se les remémore, qu'il les reconnaît et les localise. Les souvenirs, même personnels, sont évoqués depuis l'extérieur. Et si un individu ou un ensemble de personnes se trouve dans l'incapacité de s'accaparer et de reconstruire ses souvenirs face au groupe auquel il appartient ou à la société dans son ensemble, ce phénomène est rendu difficile. Et bien plus encore, lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas de mon peuple, un peuple qui malheureusement souffre du syndrome de Pygmalion. De ce fait, l'organisation de la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, peut dépendre de l'expérience sociale qui pourrait s'appuyer sur ce que Halbwach appelait les cadres sociaux de la mémoire, qui sont le langage, l'espace et le temps. Ces cadres délimitent des pratiques sociales. Par là, la mémoire collective est comprise. Elle est perçue dans ce contexte comme un continuel réaménagement des connaissances, des croyances, des habilités et des normes, au travers de laquelle une société assure la permanence de ces représentations. La mémoire collective apparaît ici comme une notion sociale et politique clé, qui est fondamentale, car elle modèle l'identité d'un groupe et vice-versa. Il nous faut ici souligner que, sans aucun doute, l'un des principaux vecteurs de se penser et de se sentir collectivement est le langage. Car comme le souligne Halbwach, tout le système de convention sociale lui est solidaire et qu'il nous permet de reconstruire à chaque moment notre passé, ou du moins la narration de notre passé. Le langage est de ce fait l'espace où les hommes pensent en commun. Comprendre, étudier, souligner la richesse de notre langue, dans ce cas-là la langue romanie, consiste donc à se souvenir et à faire mémoire. Le fait que l'étude de la genèse de l'histoire romanie se fasse principalement par l'étude de notre langue est un argument supplémentaire et une illustration de cette idée. C'est donc pour cela que l'organisation de la mémoire, individuelle ou collective, dépend de l'expérience sociale. On le sait, la linguistique est une science politique. Nommer les choses, c'est décider de leur position au sein d'un ensemble. C'est trancher sur leur sens. Nommer quelque chose, c'est faire un acte de pouvoir. Un peuple sans mémoire façonnée, un peuple qui n'est pas inscrit, sans une mémoire façonnée qui est inscrite dans l'écrit ou dans l'oral, n'est pas un peuple sans histoire. Au contraire, ce n'est pas parce qu'un peuple célèbre ses exploits passés qu'il dispose d'une connaissance historique de soi-même, de lui-même. Un peuple sans mémoire historique, écrite, comme pourrait sembler l'être le mien, n'est pas un peuple sans histoire, je le répète. À la différence de la mémoire individuelle, les groupes et les sociétés sont bien plus facilement sujets à l'amnésie. Ils peuvent oublier leur passé si des institutions et des volontés ne s'efforcent à les mettre en valeur, à les conserver, à l'entretenir grâce à l'estime de soi et l'éducation.
mais parce que nous sommes un peuple sans territoire compact et de ce fait sans structure institutionnelle s'attelant à cette tâche, nos souvenirs se sont trouvés débilités, et le sont encore, sous le joug de l'oppression, de la nécessité de survivance et du dévastateur syndrome de Pygmalion. En effet, au XVe siècle, je ne peux pas m'empêcher de revenir à ma matière de prédilection, en effet, au XVe siècle, 400 ans après notre sortie de l'Inde, nos ancêtres se présentaient encore comme procédant de l'Inde. Ces mentions des origines de notre peuple sont nombreuses. Bon, nombreuses. Non, il y en a quelques-unes, au moins 5, entre 1422 et 1630, qui mentionnent la connaissance et la revendication de nos origines indiennes. Donc, logiquement, nous pouvons nous interroger sur le procédé de supposée amnésie dont souffrait le peuple rom à l'époque moderne et contemporaine. Il est de ce fait nécessaire d'essayer de comprendre comment et pourquoi ce phénomène a pu se produire. Dans un premier temps, il est probable, comme nous le rappelle le docteur Ian Hancock, que lorsque nos ancêtres arrivèrent en Europe chrétienne, ses habitants eussent des difficultés à différencier le particularisme de notre provenance. Et de ce fait, nous affublèrent d'ethnonymes incorrects. Malheureusement, même si à cette époque, nos ancêtres étaient tout à fait conscients, ou encore conscients de leur origine, après 300 ans d'histoire traumatique, rythmée par des guerres et des déplacements incessants, les croyances et les images que la société majoritaire a pu émettre sur notre peuple ont été, sans aucun doute, un important facteur de déformation de notre propre perception de nous-mêmes. C'est sûrement ainsi que ce que les autres voyaient en nous, dans une certaine mesure, nous conditionnèrent. Nous avons fait nôtre l'image que la société majoritaire avait de nous. Ainsi sont les désastres de la méconnaissance et des préjugés. Ce phénomène, avec lesquels tous les pédagogues ici présents sont certainement familiarisés, est appelé syndrome de Pygmalion. Il est connu tant dans la pratique que dans la théorie par l'expérience de psychologie sociale mise en lumière par Rosenthal et Jacobson. L'hypothèse de base est la suivante. Les préjugés d'une personne sur le comportement ou la nature d'une autre se convertissent en prophéties à réalisation automatique. Il suffit d'émettre un préjugé pour que celui-ci se réalise et se transmette à la vitesse de la lumière. Il ne s'agit en rien de magie, mais de la force que peuvent avoir les attentes de l'autre sur les comportements. Ce processus de manipulation de l'identité a pu s'opérer de manière telle que sur notre peuple, que l'image erronée qu'elle véhiculait ait fini par être assumée et intériorisée. Sans territoire, protagoniste direct des vicissitudes d'une histoire médiévale, plus que mouvementée, sans institutions susceptibles de sauvegarder une image véritable de notre peuple, tant vers l'extérieur qu'intrinsèquement, nous nous sommes peut-être perdus dans ce que les autres percevaient ou voulaient percevoir de nous. Et une fois la confusion installée, dans un contexte de survivance, les Roms ne sont pas du tout regardés de la même façon une fois entrés en Europe chrétienne. Il y a vraiment là aussi une césure. Donc une fois la confusion installée et en pleine césure épistémologique mentionnée précédemment, leur survivance est beaucoup plus difficile. Ils ne sont plus militaires, mais considérés comme des parasites susceptibles d'être des espions, des anathèmes. Les chroniqueurs occidentaux nous parlent la plupart du temps avec répulsion de leur aptitude à des sciences occultes et même artistiques. Il est évident que rétablir la vérité sur leur identité n'était sûrement pas leur priorité. Dans certains cas, cette identité erronée leur était bien utile. En Espagne, en pleine Reconquista, comme dans d'autres pays d'Europe, ils se présentèrent comme des ducs d'Égypte, en pèlerinage à Santiago de Compostela, chrétiens, fuyant les persécutions musulmanes, ce qui fut au début une très avantageuse carte de visite qui leur facilita l'installation dans les royaumes de Castille et leur permit d'obtenir certains laissez-passer et privilèges. N'oublions pas non plus d'historiciser les concepts évoqués plus haut, le concept d'identité, qui n'était en rien le même.
Au Moyen-Âge, ce qui importait, ce n'était pas d'où une personne pouvait provenir, mais bien avec qui ou contre qui il luttait. Mais un autre point doit être évoqué ici. C'est la relation particulière qu'ont les Roms avec la déclinaison de leur identité, leur au pluriel. Cette élasticité avec laquelle nous, les Roms, nous sautons d'une nomenclature à une autre, d'un ethnonyme à un exonyme, sans que cela suppose pour nous la douleur de l'abnormalité. Par exemple, à titre personnel, je m'auto-définirais de façon différente selon que je me trouve dans tel ou tel contexte, avec telle ou telle personne, sans jamais nier qui je suis. Je peux être Kali chez moi, appartenir au sous-groupe des Calais, en famille. Bon, je suis Kali chez moi. Je peux être canastera à table, parce que dans ma famille, il y a des canasteros et d'autres groupes, des caseros, ou ce que vous voulez. En France et en Espagne, pour des non-roms, pour dégager, je suis gitane. Et je suis romni dans la sphère politique. Et cela ne me suppose aucun problème transcendantal. Cela ne suppose pas de problème aux Roms que de se définir de la sorte. Ce qui compte, c'est la reconnaissance des siens. Mais c'est à la société majoritaire, et surtout à la société française, qui étouffe si elle n'est pas soumise au carcan de la norme et du catalogue que cela semble poser problème. Donc, comme nous l'avons abordé plus haut, c'est à partir du XVIIe que s'opère un fort changement de perception des Roms par la société européenne de l'époque. Les tentatives croissantes de centralisation et le contrôle des États, des différentes politiques extérieures et coloniales, entraînent une mutation du regard de la société majoritaire sur les Roms. Cette culture différente et forte, ses habiletés et même sa maîtrise des métiers et de l'art de la guerre, depuis la sortie de l'Inde, notre histoire est celle d'une continuelle bataille, ont pu être considérées comme dangereuses. Et afin de soumettre un peuple, l'attitude la plus propice à adopter, et vous le savez très bien, est sans aucun doute celle de nier et de manipuler son identité, son histoire et sa culture. Cependant, cet oubli n'a pas détruit ses traces, ses marques, ces traits culturels qui, au jour d'aujourd'hui, unissent tous les Roms et que nous connaissons comme Romanipen. De plus, si nous considérons l'existence d'un épistémé romani et la possibilité d'invoquer une dialectique épistémologique qui lui est propre dans une réflexion sur les questions d'histoire, de mémoire et d'être au monde, il nous faut comprendre la spécificité de ces concepts. Sans aucun doute, l'importance centrale des mémoires et des réseaux mémoriels étendus qui existent au sein et entre tous les groupes roms est une des premières considérations à prendre en compte. Cette caractéristique atavique peut être un facteur clé permettant de comprendre et de répondre à l'hypothèse généralisée et non fondée du manque d'intérêt des Roms pour leur propre histoire. Les micro-mémoires personnelles, familiales et de groupe finissent chez nous, les Roms, à court ou à long terme, par se croiser, tissant ainsi un véritable tissu mémoriel qui fait l'histoire. Soulignons d'ailleurs que cette façon particulière de concevoir l'histoire rejoint, mais ce n'est pas un cas, cette dynamique n'est pas unique à ce que je suis en train de vous raconter, mais cette particularité, cette façon particulière de concevoir l'histoire d'une manière romanie rejoint les toutes nouvelles méthodologies historiographiques, très à la mode depuis les années 80, notamment celle de la micro-histoire et du paradigme indiciaire proposé par l'historien italien Carlos Ginzburg. En fait, nous l'avons inventé et vous l'avez récupéré. Il serait logique de s'intéresser sur là ou les raisons grâce auxquelles cette acceptation de la manipulation de notre histoire par un épistémé majoritaire a-t-elle été possible ? Serait-elle due à ce que Gandhi mentionnait par servitude volontaire ?
Parmi tous les philosophes qui repensèrent le discours de la servitude volontaire de la Boétie, Gandhi est sans aucun doute celui qui en cerna les causes les plus profondes depuis une perspective décolonisatrice. Le renoncement du colonisé à sa propre liberté, la servitude intériorisée qui permet au colonisateur d'apparaître aux yeux du colonisé comme son protecteur, sa référence et son bienfaiteur malgré lui, malgré son passé, sa propre histoire et sa culture. Comment donc retrouver sa capacité inhérente d'être soi, malgré ces siècles de manipulation? Quel type de traces archéologiques mémorielles pourrait raviver les savoirs minoritaires romani subjugués depuis si longtemps? Tout le monde sait ce qu'est une trace. C'est un mot d'une grande banalité et d'un usage commun. La simplicité de cette définition laisse peu d'espace à une interprétation théorique. Mais plus les mots sont simples, plus l'interrogation et les problématiques qu'ils soulèvent sont complexes. Une trace peut être une marque, une empreinte, celle d'un animal ou d'un homme, d'un véhicule. Mais une trace peut également être considérée sous un sens figuratif. Dans ce cas, une trace est une marque laissée par une action, par un événement du passé. Une trace peut être aussi une quantité infime. Enfin, en géométrie, une trace est un point. C'est un lieu d'intersection avec un plan de projection. Nous pouvons mettre en relation ces 4 définitions avec 4 autres concepts. Celui d'une trace qui serait une empreinte, donc une trace psychique, celle de Paul Ricoeur. Celui d'une trace comprise comme un indice, comme une petite quantité, ça c'est le paradigme indiciaire de Carlos Ginzburg. Et le concept de trace comme mémoire documentée, orale et expérimentée. Là on est avec Ricoeur ou avec Marc Bloch. Et la 4e, c'est la trace comme ligne ou écriture. Ce concept de trace est fondamental, et si je m'y arrête, c'est parce qu'elle nous amène vers une réflexion sur la notion de mémoire, d'imagination et de vérité depuis une perspective romanie. La parabole qui illustre le mieux sa transcendance est l'énigme platonicienne connue comme la métaphore du bloc de cire. Dans ce dialogue entre Socrate et un sophiste, Platon établit une relation entre 2 problématiques. D'une part, celle de l'éikon, c'est l'image, l'imagination de la présence, ou de la représentation présente de quelque chose qui est absent. Et l'autre, c'est le toupos, c'est l'empreinte, c'est la trace illustrée par la métaphore du bloc de cire. Pour Platon, le croisement de ces 2 problématiques soulève la question de la vérité et de l'erreur. Platon, ici, entend par erreur l'effacement des traces un défaut d'adaptation de l'image à son empreinte. Quelle est cette métaphore du bloc de cire qui illustre la problématique de la trace, du topos, dans la philosophie de Platon? Ce dialogue de Platon compare l'âme, l'esprit, à un bloc de cire, pouvant être très différent selon les personnes et qui sert à enregistrer, à graver les sensations et les pensées, ce qu'on appelle les sémiens. Ces sensations ou pensées enregistrées par la mémoire constituent la connaissance, le savoir. Cette métaphore est très importante car elle se situe au croisement d'une triple dialectique entre la mémoire et l'oubli, entre la connaissance et l'ignorance, entre la vérité et l'erreur. Pour Platon, la vérité ou l'opinion vraie est ce qui résulte de la fidélité du souvenir avec la trace, tandis que ce qui est faux ou erroné dérive de l'inadéquation à cette trace. Donc ça, c'est important. La vérité ou l'opinion vraie, selon Platon, c'est ce qui résulte de la fidélité au souvenir avec la trace. Et le faux, ou la notion erronée, c'est ce qui dérive de l'inadéquation à cette trace. Paul Ricoeur, bien plus tard, développera ce concept et fera référence à 3 autres types de traces. Le premier type de trace est la trace affective, qui résulte du choc d'un événement. C'est la trace psychique, directement vécue ou non. Ça peut être une trace psychique
comment dire, une trace psychique léguée, n'est pas forcément vécue personnellement. Le second type est la trace mnésique, cérébrale, étudiée par les neurosciences, qui sert à la connexion entre les impressions du monde extérieur et les empreintes matérielles du cerveau. Et le troisième type de trace, c'est la trace matérielle, donc écrite ou non, sur lesquelles travaille l'historien. Mais l'ensemble de ces trois types de traces pourrait constituer ce qui, sans aucun doute, résulte très difficile à comprendre et à sentir pour une personne qui n'appartient pas au peuple romani et que nous connaissons comme romanipen. Une mémoire collective, un sentir collectivement, qui ne s'appuie pas ni sur des connaissances académiques de notre histoire, ni sur l'élaboration de mythes fondateurs, ni sur le culte des héros nationaux. C'est ce sentiment d'appartenance à un même peuple, un même ensemble de valeurs et de règles. C'est également l'expérimentation épistémologique d'une même sensibilité, de même habilité cognitive, une profonde reconnaissance de soi-même dans l'autre, le sentiment d'appartenir à une large fratrie, un devoir de solidarité, au-delà des distances et des différences, que nous percevons également dans chacun des groupes auxquels nous appartenons. En fin de compte, la romanipen pourrait se définir par la même sentence que celle qui définit universellement la mémoire collective. C'est ce qui nous unit au-delà de ce qui nous sépare. En de nombreuses occasions, ce concept, qui est nôtre, a été taxé d'élaboration politique ou de rêve romantique. Comme nous l'avons abordé avant, la romanipen n'est pas construite sur une mémoire gadjikane façonnée, historique et institutionnalisée, mais bien sur la force et le pouvoir de ces traces présentes tant dans le peuple rom que dans chacune des individualités et des mémoires qui les constituent. Depuis plus de 1000 ans, et dans chacun des gestes quotidiens que nous effectuons, dans chacune des maisons roms d'Istanbul jusqu'à Santiago de Chile, en passant par Bucarest, Sarajevo, Amsterdam, Londres, Paris ou Granada, nous réinterprétons notre histoire. Dans chacun des mots en romani que nous employons, qu'ils soient plus ou moins malmenés, qu'importe, plus ou moins cassés, comme on dit en romani, nous célébrons la romanipen. Mais si la romanipen, ce sentiment intime et profond est si fort, pourquoi devons-nous nous réapproprier notre histoire ? Considérer une histoire romanie écrite par les historiens roms, c'est envisager l'idée d'une entité pourvue d'une conscience nationale et historique. Derrière l'écriture d'une histoire, il est difficile qu'il n'y ait pas de dimension politique ou revendicative. Durant des siècles, le peuple rom a fait l'objet de tout type de recherches, a été scruté sous tous les angles, par tous les regards, du plus bienveillant au plus dédaigneux, ce qui, d'une manière comme d'une autre, n'a eu comme résultat que de faire le jeu des stéréotypes et du mensonge. L'histoire des perceptions de la société majoritaire sur notre peuple démontre que nous n'avons jamais été reconnus pour ce que nous sommes. Nous avons été, et en grande partie nous sommes encore un peuple de figures de pâte à modeler. De l'image romantique du musicien errant à l'asocial congénital des nazis, en passant par le retardé mental en institutions spécialisées tchèques ou slovaques, ou la danseuse gitane au sang de feu des Tablao du Sacromonte, nous avons été et nous resterons, si nous n'arrivons pas à être acteurs, et si vous ne nous laissez pas être acteurs de notre culture, de notre éducation, des élaborations, des créations du monde majoritaire. Depuis la récipée, donc l'entrée de notre peuple en Europe, on a nié notre identité, on l'a usurpée, on l'a manipulée. Notre histoire a été remaniée plus ou moins de manière consciente, toujours élaborée, dans une perspective et une sensibilité différentes à celles que nous expérimentons intimement. Bien évidemment, pour étudier et comprendre l'histoire du peuple romani, y appartenir n'est pas une condition sine qua non. La qualité d'un travail scientifique ne dépend pas de la procédance ethnique du chercheur,
Mais personne ne peut se défaire de son bagage culturel et émotionnel. Le regard et la sensibilité romani est indispensable à une histoire saine, à une étude saine de notre histoire. L'historiographie romani est jeune. Elle se trouve encore dans une phase que l'on pourrait dénominer de préadolescente. C'est une période clé qui suppose un questionnement identitaire et une revendication. Les préjugés, le racisme se fondent, entre autres, sur la manipulation et la négation de l'identité de l'autre. Récupérer, interpréter et faire connaître notre histoire, notre culture, notre épistéme et notre potentiel est de ce fait la plus utile des outils contre le manque d'estime de soi que subit mon peuple et constitue sans aucun doute la plus effective des armes contre le discrédit et la xénophobie. Une tendance très à la mode dans le domaine des études anthropologiques, sociologiques et historiques sur mon peuple consiste à nier ce sentiment communautaire, universel, qui unit tous les Roms du monde, minimisant ce qu'implique pour nous la romanipène. Cette tendance consiste à souligner les différences culturelles d'une manière vicieuse. Les différences culturelles des différents groupes qui composent le peuple rom et à sous-estimer ce qui nous unit. Le dividet et regna, diviser pour mieux régner, principe millénaire imposé par Philippe II de Macédoine, est un modus operandi incontestablement effectif, surtout en France, par les politiques et par les universitaires, par les pseudo-experts en romologie. Et contrairement à n'importe quelle société saine, il semblerait que pour certains, la diversité ne soit pas, dans le cas de mon peuple, perçue comme une richesse fédératrice, mais comme un élément de division. Ces ziganophiles qui se convertissent en ziganophobes, et qui, par manque de formation d'une part, et par inclinaison politique de l'autre, entendent que les Roms ne sont pas un peuple, ni une ethnie, ni un ensemble, ni même une culture, parce que les références sont incompatibles avec leur classification, sont très justement taxés de négationnistes. Les Roms ne sont pas hors le monde. Notre peuple est lié à la modernité et au pays où nous vivons. Nous en sommes citoyens et pouvons disposer des droits que ces derniers nous octroient. En théorie, le racisme est interdit dans notre monde censé être civilisé. Il n'y a aucune mesure qui nous interdit quoi que ce soit pour le simple fait d'être Rome, sauf en France, de travailler, par exemple. Mais dans la pratique, c'est bien le contraire qui s'opère. Notre vie est infernale si nous voulons sauvegarder notre patrimoine culturel et notre identité. Et c'est pourtant là où se situe le vrai débat. C'est là où se situe le vrai débat. Sauvegarder notre identité et notre patrimoine dans un monde où, depuis des décennies, on nous a fait croire que le modèle à suivre, celui qui vaut, c'est celui de la société majoritaire. Bien des choses auront changé lorsque les Roms auront retrouvé fierté et confiance en eux. Ce serait une lapalissade que de terminer cette intervention sur le rôle qu'auront à jouer les générations d'adultes à venir. Mais comment clore ce propos autrement ? Ce sont les générations de demain, ce sont mes enfants, mes neveux, mes nièces, d'ici ou d'ailleurs, qui auront entre les mains le futur d'un peuple et d'une histoire riche de plus de 1000 ans. Mais c'est également vous, enseignants, formateurs, médiateurs, politiciens, qui vous devez de détruire les murs de l'ignorance et de nous aider à construire des ponts. Pour cela, il vous faudra considérer nos voix, nos opinions, notre vision du monde. Il vous faudra renoncer à vos certitudes. Ce n'est pas d'aumône dont nous avons besoin, mais de justice. Et la première qui doit être rétablie, c'est le droit que nous avons d'être vus et entendus. L'Université d'été en études romani, dont la seconde édition est maintenant ouverte, a pour but premier de rétablir ce droit.